Manuel Verlange, bonjour, bienvenue sur nos antennes, re-bienvenue, oserais-je dire, belgo-belge, franco-belge. On ne sait pas comment vous définir, mais vous êtes une personne assez prolixe en écriture, plutôt sanguin dans l'approche de vos personnages, je pense. Comment pourrait-on vous définir en 2 mots ? Bien, d'abord bonjour. Merci de me recevoir. Je suis très heureux d'être ici dans ce lieu d'histoire et dans ce lieu très très beau en plus. Donc comment également peut-on me définir ? Eh bien, je n'en sais strictement rien. Il faudra commencer par lire, c'est l'idéal. Je suis en fait j'ai tendance à avoir la respiration littéraire, c'est-à-dire que tout ce qui se passe dans ma vie, dans mes observations, dans mes rencontres, se traduit toujours par des lignes. C'est vraiment une respiration, et ça depuis tout petit, même si je n'ai pas eu de grand-mère italienne. C'est depuis l'enfance. N'empêche, effectivement, on parle de la langue, on parle de la littérature, tout ceci se mélange presque naturellement puisque vous êtes enseignant de la langue, vous jouez avec les mots, vous apprenez à jouer avec les mots, et alors petit à petit, ou depuis longtemps certainement, vous plongez dans l'écriture. Alors une écriture des plus intéressantes, je crois que je l'avais déjà souligné, c'est... J'ai difficile de vous définir, comme je l'ai dit en début d'émission, parce que vous avez cette force littéraire qui emmène le lecteur dans des situations assez inconfortables parfois, presque une psychose. Oui, tout à l'heure je rigolais pour le comment peut-on me situer. En fait, il y a 2 grands axes qui sont tous les deux sur la voie de la littérature, tout au moins je l'expère, mais les 2 grands axes sont... Le premier, c'est l'enfance, donc des livres comme Vue sur mer et Demain n'est pas certain, qui traitent d'un rapport avec l'enfance, la mer et la littérature. Ça, c'est un triangle qu'on retrouvera dans ce type de livre, et les autres sont plutôt orientés vers un regard qui est un regard, une observation de la société dans laquelle on vit. Oui, certainement, mais justement votre première approche, le regard de la mère de l'enfant, c'est une approche freudienne, non ? Oui, certainement, bien sûr. Écrire m'a permis de faire des économies assez substantielles en termes de psychanalyse, donc depuis toutes ces années. J'avoue que ça, c'est assez intéressant, et quand on dit que la littérature ne rapporte pas, je peux vous confirmer que si, ça rapporte. Ça vous évite de payer un psychanalyste pendant des années. Donc, au tarif où ils sont, c'est déjà pas mal, ça fait des économies. Non, c'est pas mal, voilà. Mais nous allons approcher votre dernier roman, L'Abandon du ciel. Alors, vous osez vous approcher le tuyau de très très près, puisque c'est un dialogue entre Dieu lui-même, mon Dieu, et qui encore ? Et un avocat bruxellois qui malheureusement ne fait pas partie de la cour des grands avocats, étant donné que d'ailleurs son bureau se trouve au 6e étage et qu'on ne peut pas faire carrière comme avocat avec un bureau au 6e étage. Mais n'empêche, un avocat, homme de loi, se confronte à Dieu. Lequel va gagner ? Ah, mais l'avocat est mandaté par Dieu. Ah, il est mandaté. Il est mandaté par Dieu qui va instaurer un procès pour crime contre l'humanité, détournement d'image, faux usage de faux et recel. Donc en fait, ceci contre les 3 religions monothéistes, avec, je précise dans le livre, un 3e, un 4e et un 5e degré, bien entendu, avec aucune attaque particulière sur une des 3 religions monothéistes, mais un regard sur ce qu'il se passe aujourd'hui et sur ce qui s'est passé par rapport à ces 3 religions. Donc, en fait, ici, il ne faudrait pas voir une atteinte polémique et facile sur la foi. Les croyants ne sont absolument pas mis en cause. Ce sont les églises qui sont mises en cause. Dieu non plus, qui est plutôt un brave bougre et qui fait ce qu'il peut, mais enfin, il est quand même un peu dépassé par sa création, on peut le comprendre. Non, ce sont les églises et leur fonctionnement et leurs discours qui sont regardés d'une manière acide, mais humoristique. N'empêche, malgré toutes vos réserves, en approchant justement les religions,
Est-ce que vous ne prenez pas un risque? Si, bien sûr, mais si c'est pour ne pas prendre de risque, alors il ne faut pas écrire, ou il ne faut pas chanter, ou il ne faut pas peindre. Bien sûr qu'il y a un risque. Il y aura un risque qui sera celui de donner en toute humilité, de donner une voix, de donner un regard. Voilà. On a défilé dans la rue pour touche pas à mon pote, pour je suis Charlie. Moi, de temps en temps, j'ai envie de dire touche pas à ma laïcité. Je respecte ta religion, mais ne touche pas à ma laïcité. Aujourd'hui, tout est dans un mélange absolument toxique. Tout est devenu religieux. Et après, à partir du moment où tout est religieux, rien n'est religieux. On ne sait plus où retrouver un sens et une réalité qui soit humaine. Philosophie avant tout, sans être philosophe, mais tout de même un homme que j'appellerais humaniste dans le sens noble du terme. Et alors approchons une partie de votre œuvre qui va, un peu comme les frères Dardenne, se retrouver à l'écran. Oui, le deuxième a été acheté par un producteur belgo-belge. C'est Pauvre de nous, c'est ça? C'est Pauvre de nous, voilà. Et le film, l'adaptation est faite, je l'ai faite avec un réalisateur parisien. Et on va mettre le film est actuellement en recherche de coproduction, ce qui est la vie de tous les films. Et on espère le voir sortir vers 2023-2024. Le marasme actuel n'ayant pas... Ah bah oui, monsieur était devant la caméra, donc voilà. Dites bonjour remercie caméra. Monsieur devant la caméra, enchanté. Dites bonjour caméra, voilà. C'est le direct bien entendu. Nous sommes au salon de Rocamadour, la truffière au livre, la truffière... Ah, je ne sais plus le dire. Truffière. Merci. Oui. La truffe est fière. La truffière. Oui. C'est un lieu assez particulier. Sous les chênes truffiers, il y a pléiade d'auteurs. C'est assez extraordinaire et c'est un coup de cœur. Donc nous parlions du cinéma pendant qu'on occultait la caméra. J'ai perdu le fil. Là, je me permettrai, avant de reprendre sur le cinéma, de préciser un point assez anecdotique, mais qui m'a beaucoup touché hier. En fait, j'ai publié avant ces 5 livres un recueil de poèmes. Il a été publié pendant que j'habitais à Cajar, qui est un village du Lot. Merci. Bien connu pour sa production d'écrivains, puisque François Sagan est né à Cajar. Ah. Et Georges Pompidou, qui était un grand connaisseur des lettres et de la poésie, a habité longtemps à Cajar en résidence secondaire, puisque sa résidence principale a été longtemps l'Élysée. Elle était seule ou elle était accompagnée? Qui? François Sagan. Ah, écoutez, quand moi je l'ai rencontrée, elle s'est payée un platane en reculant en voiture, ce qui nous a donné une rencontre totalement agréable. Elle a regardé son pare-choc, elle m'a regardé, elle m'a dit je m'en fous, puis elle est repartie. Voilà. Donc, rencontre de 2 écrivains, voilà. C'est extraordinaire. Dont l'un qui ne savait pas qu'il allait peut-être un jour écrire un livre, effectivement. Écrire un livre, mais pas que. Hein. Vous êtes au 5e roman actuellement et vous vous lancez dans d'autres écrits encore et encore. Alors, en aparté, j'avais rencontré votre épouse, que je salue, parce que être l'épouse d'un écrivain, ce n'est pas nécessairement évident. Et elle me parlait de vos carnets. Vous prenez énormément de notes, je crois. Oui, je prends toujours des notes. En fait, j'ai un système de notes quasi permanentes, la nuit sur la table de chevet, le jour toujours près de moi. Et le principe est que et c'est ce qui navre mon épouse, dès que la note est traitée, dès qu'elle est en fait recyclée dans un passage, dans une phrase, dans un paragraphe, elle est scribouillée sauvagement sur mon carnet. Et une fois que le carnet est entièrement, sauvagement scribouillé, bien il disparaît. C'est ça qui désole Donc les archives sont automatiquement détruites. Alors auteur certes, professeur surtout, vous êtes parti enseigner la langue française à Tokyo, puis en Belgique. Mais dans un contexte assez particulier, je crois. Oui... Enfin, dans un contexte assez particulier, l'enseignement du français, c'est vraiment le français langue étrangère, ce qu'on appelle FLE, qui est une voie précise qui est destinée en fait à l'enseignement du français pour les non-francophones.
Donc des adultes. Je n'ai enseigné qu'à des adultes, ce qui m'a évité les vicissitudes techniques de rencontres, de mise en place, de pédagogie avec les enfants. Ça n'est... Donc je n'ai enseigné le français qu'à des gens qui étaient désireux de l'apprendre, qui étaient amoureux de la langue, qui avaient besoin, qui avaient envie. Et donc là, on est dans un contexte absolument formidable, puisqu'on n'est pas dans la contrainte. Oui, vous apprenez, dans les deux sens du terme, vous apprenez à l'autre et l'autre vous apprend. Absolument, c'était d'une richesse extraordinaire, autant au Japon qu'à l'UCL, à Louvain-la-Neuve, où c'était la même chose, une rencontre à chaque fois avec des gens qui venaient d'Amérique du Sud, d'Afrique, et qui étaient souvent en recherche d'une langue française beaucoup plus précise, et merci, beaucoup plus précise et beaucoup plus exigeante que la langue que de temps en temps, avec un petit peu de chagrin, je vois que l'on massacre en radio, en télé. Oui, il y a un truc qui m'énerve, c'est quand quelqu'un vous dit « c'est des choses ». Ça, c'est un truc qui m'insupporte. Oui, et pourtant, c'est admis. Hein. Oui, c'est formidable. Enfin, il y a des fois, c'est consternant. Alors, l'apport de l'anglais également, je ne suis pas un intégriste, j'aime beaucoup l'anglais, je parle, je travaille également aussi en anglais, mais l'anglais est une langue magnifique et très riche, le français également. Toutes les deux vivent très très bien l'une à côté de l'autre, on n'est pas obligé de sortir des mots alors qu'il existe un mot français bien précis en anglais. Voilà. Le pape était en prière dans sa chapelle personnelle de Castel Gandolfo. Il s'octroyait quelques instants de recueillement. Après avoir, là je tourne la page, examiné les dossiers remis par le Carmerlin à Wissecher et qui s'entassait sur l'autel entre calice et une statue de la Vierge Marie. Vierge Marie à Rocamadour, évidemment ça résonne. J'ai ouvert le livre par hasard et ça me chatouille. Pourquoi il n'y a pas de hasard. Voilà, ça me chatouille déjà. Il a passé une main sur son visage, terrassé. Le Saint-Père vivait un calvaire. On en est là. Mais de quel Saint-Père parle-t-on ? C'est un Saint-Père défini ou c'est un Saint-Père indéfini ? C'est-à-dire que dans le texte, il y a eu un problème qui s'est posé. Un problème vraiment technique. C'est-à-dire que dans ces trois religions monothéistes, il y en a un qui s'appelle Dieu. Alors là, évidemment, ça ne va pas avec l'auteur principal. Qui lui-même s'appelle Dieu et n'a pas d'autre nom. Donc il y en a un, on peut l'appeler Jéhovah ou Yahvé, Allah, il n'y a pas de problème, mais Dieu c'est très embêtant. Donc là, il a fallu trancher parce que sinon on ne comprenait plus ce qu'on disait. Ou c'était Dieu le patron, ou c'était Dieu le chef d'entreprise, mais on ne savait plus exactement où on était. Donc on a pris enfin c'est pas moi, c'est l'archange Saint-Michel qui a décidé qu'il s'appellerait le Saint-Père. C'est beaucoup plus simple, parce que sinon il y aurait confusion dans le livre. Le brave Saint-Michel arraché de l'hôtel de ville de Bruxelles. Oui, sans... Attention, En parlant également des deux autres, Jéhovah et Allah, qui, en toute bonne foi, si je peux me permettre ce jeu de mots, mais alors vraiment facile, c'est dit, c'est pas normal qu'il y en a un de nous trois qui s'appelle Dieu quand même. Non, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Donc, et finalement, une question bateau, je sais, j'enfonce une porte ouverte, mais toutes ces religions qui pensent et qui croient à la même chose, pourquoi ils se tapent sur la figure ? Ah ben, ça doit être justement parce qu'il y a un fameux problème d'incompréhension derrière, et c'est le point sur lequel Dieu se révolte contre non pas ce qu'il a créé, mais ce que c'est devenu en passant par les filtres malsains du pouvoir, de la manipulation et de la construction d'État, en fait. Alors j'adore votre approche, parce que une question qui me hante, c'est de me dire comment des hommes osent-ils parler au nom de Dieu. Ouais. Je ne sais pas, hein, c'est une réflexion. Mais là, on est parti sur la philosophie, oui. Et on n'a pas malheureusement le temps. Non. Alors, mais c'est un beau démarrage. Pour une prochaine interview. Voilà, un tremplin magnifique, merci. Manuel Verland, je vous ai accueilli avec L'Abandon du ciel qui a été édité chez Éditions Encre Rouge. Je connais vos écrits.
on s'est déjà rencontrés, mais ce livre, je ne l'avais pas lu, donc c'était un peu sans filet, bien entendu. C'est toujours un plaisir de vous recevoir, hein, Manuel. Vous êtes le bienvenu quand vous voulez. Nos antennes vous sont ouvertes pour une prochaine édition. Merci très, beaucoup. Très bientôt et un excellent salon. Merci beaucoup. J'étais très touché et très ému. Merci.